Yahoo Bedi Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo assez différente de d'habitude et assez différente de ce que j'ai l'habitude de présenter sur cette chaîne. Donc je pense que comme tu auras vu dans le titre, je ne vais pas passer par quatre chemins, je vais te parler tout simplement de ce qui a fait que je suis devenue dépressif, ce qui a fait que qui je suis maintenant, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai subi, et voilà. Donc pour les plus anciens, tu dois te dire ouais mais Ibi tu nous as déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques années de ça, c'est vrai. Seulement cette vidéo à l'époque je n'étais pas prêt vraiment à m'ouvrir à des inconnus, hein. Je ne vous connais pas spécialement, voilà. Donc j'avais censuré un maximum, je n'avais pas tout raconté parce que j'avais peur que ce genre de contenu là ne plaise pas et n'intéresse pas et là je le fais pas non plus parce que ça va intéresser des gens, je le fais parce que y a des choses qui ont besoin d'être dites et je veux aussi parce qu'en fait il y a pas mal de choses que je laisse plus ou moins floues à certains abonnés et en fait j'ai décidé, comme je l'ai toujours dit, d'être un grand frère pour mes abonnés. Et un grand frère se doit de ne rien cacher à ses petits frères et à ses petites sœurs. Un grand frère se doit de protéger les autres et justement d'être aussi un modèle. C'est-à-dire qu'en fait, je ne prétends pas que ma dépression et tout ce que j'ai vécu soit synonyme d'admiration. Mais c'est plus que je sais que déjà lors de ma première vidéo, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont commenté me disant qu'ils ont aussi vécu des choses pas très cool et compagnie. Je dis pas très cool pour rester flou, pour voilà, pour englober en gros, mais que voilà, certains avaient vécu comme moi le harcèlement scolaire, le problème de la famille, etc. Sauf que comme j'ai tellement censuré cette vidéo, il manque tellement de choses que je me suis dit que c'était le moment, et que j'étais prêt aussi, parce que ça fait un an que je recule pour faire cette vidéo, que j'étais prêt maintenant à tout dire, à tout balancer. Honnêtement, j'ai envisagé de faire un livre et c'est toujours en projet parce qu'il y a pas mal de choses que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Là, je vais plus te raconter tout, mais pas aborder certains sujets. C'est-à-dire pas, par exemple, développer comment je vois les choses par rapport aux adultes qui m'ont entouré ou voilà, les professeurs par rapport à ma phobie scolaire et compagnie. Là, je vais pas aborder ces sujets-là. Je vais juste te raconter tout ce que j'ai vécu qui m'a fait du mal. Rien que tu vois rien que l'idée de faire cette vidéo m'a fait pleurer pendant une semaine. Alors la faire, c'est encore plus compliqué. Voilà. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ou pour les nouveaux peut-être qui n'ont pas tant que ça exploré ma chaîne, je suis du coup en dépression depuis des années. Donc c'est une dépression qui est actuelle, mais qui a commencé très tôt. Une dépression même enfantine, apparemment je crois que ça s'appelle comme ça, une dépression enfantine. Bref, donc ma dépression est due à énormément de choses qui se sont accumulées et qui font qu'en fait je n'arrive jamais à en venir à bout et je n'arrive jamais à revenir à la surface parce que tout ça s'enchaîne et en fait on me laisse pas... Pardon. Je suis désolée mais je vais forcément un petit peu pleurer ou avoir les larmes aux yeux. Mais on me laisse pas en fait reprendre mon souffle et arriver à la surface de cette eau, de cet océan dans dans ces profondeurs d'océan dans lesquelles je suis depuis quasiment toujours. Donc on va commencer. Hein. Donc je tiens à préciser pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un garçon, je suis né garçon et je suis toujours un garçon et je ne suis pas du tout en parcours trans. Pour toute question en rapport avec ça, le fait que je sois un garçon mais que j'ai une apparence de femme, que peut-être que je sois trans ou tout ça, je te mets un lien d'une vidéo en i en barre d'infos, tout en haut de la barre d'infos, et tu auras une ouverture de FAQ et je ferai une vidéo là-dessus. C'est dans les prochaines vidéos blabla comme ça que j'envisage de faire, mais voilà, tout simplement. Donc, je suis né garçon, je suis un garçon, je suis né un 8 juillet. L'année, je ne la dirai pas tout simplement parce que je refuse de dire mon âge pour des raisons que j'ai déjà expliquées sur des vidéos FAQ, donc je ne vais pas aller plus loin. Je suis née un 8 juillet. 3 ans plus tard, ma cousine la plus proche au niveau du sang est née en avril. Donc moi j'allais avoir 3 ans et elle venait de naître quelques mois avant en avril. Pour t'expliquer au niveau du relationnel, enfin du lien de sang qui nous unit,
Le frère à ma maman s'est marié, enfin s'est mis en couple, parce qu'ils n'étaient pas mariés à l'époque, mais s'est mis en couple avec la cousine la plus proche de sang de mon papa. Ouais. Donc voilà. Donc ma cousine née, moi à cet âge-là, pas de réaction, hein, 3 ans, j'avais à peine 3 ans, je suis pas capable de dire du tout quelle a été ma réaction. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à la naissance de cette cousine, on a commencé à nous comparer. Alors au départ, on peut se dire, ouais mais c'est rien. Attends. On a commencé à comparer les bébés. Le poids, la taille, le temps pour sortir. Parce que moi j'ai mis une plombe à vouloir sortir, à croire que je savais déjà ce qui m'attendait. Je dis toujours, mais à croire que je savais ce qui m'attendait. Parce que crois-moi, si j'avais su, je serais jamais sortie. Donc, on a commencé à comparer les bébés. Quand tu as 3 ans, tu captes un peu, tu vois qu'on te compare, mais tu fais pas gaffe. Et puis, c'est tout le temps. Alors à savoir qu'on se voyait souvent pour les repas familiaux. Parce qu'on fêtait mon anniversaire, l'anniversaire de ma maman, l'anniversaire de mon papa, ma grand-mère maternelle, vu qu'elle avait un lien aussi avec le père de ma cousine, l'anniversaire de ma cousine, l'anniversaire de mon tonton, de ma tati, de son frère à ma cousine, parce qu'elle avait un grand frère, les Noëls, voire les Nouvel An. Donc au moins 10 repas par an. Voilà. Plus les repas style la Chandeleur, Pâques, voilà. Donc on se voyait au moins 1 fois par mois pour un repas familial. À chaque fois que je me pointais, à chaque fois que je m'approchais de ma cousine, au moment où tu rentres dans la pièce, où il y a tout le monde, vu que tu arrives chez eux ou que eux arrivent chez toi, du moment où tu t'approches de ta cousine, les critiques, les comparaisons. Les comparaisons sur le poids, sur la taille, sur l'âge, sur le fait que je sois plus petit alors que je suis née avant, que si, que là, ça n'a fait que ça. À 5 ans, j'avais déjà compris que ça s'arrêterait jamais. Et ça s'est jamais arrêté. On m'a jamais laissé tranquille là-dessus. C'était tout le temps. Et c'était surtout que moi, j'étais inférieure. Et le pire, c'est que donc à table, il y avait ma grand-mère maternelle qui n'a pas de mari. Enfin, voilà, moi, j'ai jamais eu de papy. Il y avait les grands-parents, donc le couple côté ma cousine, donc les parents de ma tati. Il y avait donc ma tati, mon tonton, mon cousin, ma cousine, il y avait mes parents. Il y avait aussi un des frères de ma tati avec sa femme et ses 2 enfants. 2 garçons qui étaient encore plus grands que moi. Voilà. Donc tout ça, sauf ma maman, tout ça, ça me comparait à ma cousine. Tout ça, ça me rabaissait. Ça ne faisait que ça. À chaque fois que j'entendais qu'on me parlait de moi, c'était pour me rabaisser plus bas que terre. C'était pour me mettre en tant que sous-merde. C'était tout le temps ça, c'était tout le temps du négatif, c'était tout le temps j'étais inférieure à elle. Donc, bon, à 5 ans, j'avais déjà compris ce genre de choses-là. J'ai compris très jeune que ça s'arrêterait pas. Attends, j'ai un cil qui me casse. Donc, ça ne fait que ça pendant 2 ans. À 5 ans, donc, je comprends que ça ne s'arrêtera pas, que quoi que tu fasses, tu seras toujours inférieur à cette cousine. Et j'ai fini par me poser une question. Qu'est-ce que les adultes cherchaient à faire avec ça? Ou cherchaient à ce que je la déteste? C'était ma cousine, elle était la proche au niveau sang. Je n'avais qu'elle en cousin-cousine de mon âge. On cherchait à ce que je la déteste? Je ne vais pas leur donner ce qu'ils veulent. Je vais faire le contraire de ce qu'ils cherchent. Je vais donc l'aimer plus que tout. Je vais leur montrer que malgré le fait qu'ils me rabaissent par rapport à elle, que mes sentiments envers ma cousine ne seront jamais touchés. Donc à partir de l'âge de 5 ans, j'ai commencé à mentir, à mitonner comme pas possible, à faire semblant que je surkiffais ma cousine, que c'était pour moi limite l'amour de ma fille, que c'était la cousine que j'aime par-dessus tout l'univers. Alors qu'au fond, je la détestais. Et je la détestais à un point en fait où je souhaitais déjà sa mort. J'avais 5 ans. À 5 ans,
C'est pas normal de penser tout ça. Franchement, c'est pas normal. Mais, je me dis, c'est pas grave. En dehors de ça, à 3 ans, je rentre en classe. Donc on va essayer de rester quand même logique au niveau des âges. À 3 ans, je rentre en classe et je tombe sur une instite. Oh putain, mais quelle merde! C'est le genre de femme, déjà que, à l'époque où elle était instite en maternelle, comme ça, en première classe, aucun élève l'aimait. C'était celle que tout le monde détestait dans l'école, dans le parcours scolaire qu'on avait eu, tout le monde la détestait. Mais moi, je suis enfant d'instite, d'une instite. Ma maman est instite, dans la même école. Et j'avais le droit de temps en temps à ce genre de réflexion-là. Parce que par exemple, dans la sieste, c'était l'heure de se lever, puis il y a une fois où j'ai traîné un petit peu. J'ai eu un coup de pied dans mon matelas, parce que c'était le matelas par terre. J'ai eu un coup de pied dans le matelas en disant, c'est pas parce que t'es gosse d'instite que tu dormiras une seconde de plus que les autres. Lève-toi. Sur un ton très agressif comme celui-ci, voire un peu plus. Ensuite, cette instite-là n'était pas très agréable. Il y a eu plusieurs choses comme ça, ou des rabaissements, des critiques. Mais pas grave. La scène est super sympa. La scène est un amour. Ça compense. Je continue mon école. 5 ans, j'arrive dans la classe de ma maman. Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. 6 ans, le CP. Donc je suis désolée, à chaque fois je vais avoir pas mal de coupures parce que tout simplement la caméra se plante au bout de 10 minutes. Donc CP, je tombe sur un connard d'instit. Tout va bien. Le gars qui expliquait, enfin a mal fait l'apprentissage de la lecture. Et c'est là déjà qu'un fossé se creuse avec mes camarades. J'ai un problème de lecture. Je suis plus lent que la normale pour lire. Alors officiellement pour l'instant je ne suis pas encore reconnue dyslexique, dysorthographique parce que je n'ai pas fait les tests officiels. Mais on pense très clairement, surtout que ma maman est instite et qu'elle a eu des formations par rapport à ça. Voilà. Bref. 7 ans, l'instite la pire que j'ai eue de toute ma vie. Une horreur. C'était le genre d'instit qui passait son temps à hurler, à renvoyer chier. Et comme moi j'étais pas fichue d'arriver à suivre la matière français, et bien souvent je me faisais engueuler et tiens le gosse d'instit, t'as qu'à aller me remplir ma bouteille, ça t'occupera vu que t'es une merde en français. Voilà. C'était ce genre là, c'était... Franchement, c'était la pire des pires qu'on pouvait avoir. Et au collège, j'en ai eu une aussi qui était pas mal. Mais limite, elles auraient pu être sœurs. Donc, CE1, 7 ans. À 7 ans, je vais déjà voir la première psy. Pourquoi? À cause de ce problème avec ma cousine. Et un problème avec une autre cousine. Bref, toujours est-il, cette cousine aussi, je la déteste et je fais des cauchemars pendant toutes les nuits. Soit que cette cousine qu'on va appeler A brûle comme Jeanne d'Arc, soit qu'elle saute d'un bateau de pirate avec les requins en dessous, ou les crocos. Ouais, Peter Pan, ça aide. Et soit sinon, c'était toutes les nuits, c'était ma tati. Parce que c'était elle qui avait donné naissance à ma cousine et puis c'était elle à l'origine de toutes ces critiques et de toutes ces remarques. Donc à 7 ans déjà je ne vais pas bien et il y a vraiment un problème dans ma tête et je commence à avoir des envies de métier pas très logiques pour un enfant de 7 ans. Mes parents ne m'ont jamais laissé regarder des films gore, des films d'horreur, des films comme ça tu vois. Mais à 7 ans, je savais déjà ce que c'était que le métier de tueur professionnel. Et je rêvais d'être un tueur professionnel. D'être ces assassins de l'ombre. Ce genre-là. Pourquoi? Parce que je rêvais d'avoir les bases pour pouvoir tuer et ne pas laisser de traces. Pour pouvoir tuer ma tati et ma cousine. Donc, sa fille.
donc ma cousine C, on va dire, que je te parle depuis tout à l'heure, qui est née avec 3 ans de moins que moi. La cousine A est plus vieille que moi, et voilà, donc c'était ça. Et mon plus grand rêve, ça aurait été d'apprendre à tuer en cachette, comme ça les gens que l'on retrouve jamais, empoisonner une personne ou quoi que ce soit, et pouvoir tuer ma tati, ma cousine, son frère, pas mon tonton parce que c'était le frère à ma maman et donc pas touche, mais voilà. Donc ça ne va pas traîner dans ma tête. À 8 ans, il y a juste le fossé de l'école, du français et tout ça. Nasty qui essaye de m'aider, mais tant bien que mal. Et là, vu que mon cousin, donc le grand frère de C, est plus vieux, il est de l'âge du collège, et qu'il a un autre cousin, donc en fait c'est le frère de ma tati, au niveau du père, ma tati, donc je te parle depuis tout à l'heure, elle a un frère qui habite pas loin, il y en a un autre qui habite très loin. Ce frère là a 2 fils, un qui a le même âge que le fils à ma tati, je sais pas si c'est très clair. Mais donc 2 garçons qui sont déjà à l'âge du collège, l'âge du changement de corps, on va dire, de tous ces trucs, voilà. Alors ça, je tiens à dire que cette partie-là, je ne l'ai jamais dit même à mes parents. Donc mes cousins, un peu plus grands, commencent à avoir tout ce truc de la sexualité, quoi, les envies, les hormones, enfin les hormones, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et étant déjà naturellement, physiquement et à apparence assez différente d'un garçon basique, je commence à subir des touchements. Alors, ils me tripotaient. Je devais tripoter ce qu'il y avait dans leurs pantalons. Voilà, on était tous à chaque fois dans les repas familiaux dans une pièce à regarder des DVD, tout ça, et je me faisais tripoter aussi. C'était ça, c'était dès que, en fait, vu que je jouais aux consoles portables, comme il y avait des fois où j'étais bloquée, si je voulais qu'on me débloque au niveau de mon jeu, j'avais pas le choix, je devais passer par être touchée. Au départ, je ne comprenais pas, je savais pas trop ce qui passait, et puis en même temps je savais que mes cousins me détestaient, et que d'une façon ou d'une autre, c'était leur façon de me punir. Donc, j'ai fermé ma gueule. Et puis comme ma mamie maternelle, vu que c'est celle qui était en lien avec cette famille-là, vu que c'était la mère de mon tonton, comme il a toujours fallu fermer sa gueule pour ma mamie maternelle, et ben j'ai rien dit. J'ai jamais rien dit du fait que mes cousins me tripotaient, me forçaient à les tripoter, que des fois j'étais obligée de m'allonger sur eux dans le lit et d'avoir des mouvements de hanches comme si on le faisait, même si on était habillés. Et d'autres choses encore plus dégueulasses. Il y a eu une fois même où j'ai dû dormir chez ma cousine parce que mes parents devaient aller à un repas ou je sais pas quoi. J'ai dû finir la nuit dans le lit de mon cousin. Il n'y a jamais eu de pénétration, mais on faisait quand même subir des choses. Tout ça parce que j'étais différent, parce que je n'étais pas aimée et parce que on me faisait comprendre que si je subissais ça, c'était que je le méritais d'une certaine façon.
Donc à partir de 8 ans, oui j'ai été, je suis désolée, j'ai été obligée de couper parce que c'est pas intéressant de voir une personne pleurer, c'est voilà, donc je préfère couper et attendre que ça passe un peu. Donc à partir de 8 ans, attouchement par 2 cousins, voilà. CM2, en CM2, mon cousin que tu connais plus ou moins via ma chaîne maintenant, Nico, qui est donc mon cousin qui est le plus proche de moi à l'heure actuelle, au niveau sang, au niveau relations, etc., débarque. Sauf qu'en gros, il débarque parce qu'il habitait près de Paris et en gros, il me vole plus ou moins mon papa. On va dire ça comme ça. Et là, je subis en fait un choc émotionnel. Et c'est à partir de là vraiment que je tombe dans la dépression. Parce que je me rends compte que mon papa ne m'a jamais vraiment aimé. Ça, je le savais parce que honnêtement, j'ai toujours dit, même à partir de l'âge de 7 ans, je disais à ma maman, même 6 ans peut-être, je disais à ma maman, quitte papa, on sera plus heureux ensemble, tous les deux. Parce que c'est à cause de papa si je souffre à l'heure actuelle. Parce que c'est à cause de papa que j'ai toutes ces critiques et que je suis obligée de voir cette famille. Parce que c'est papa qui a toujours été très famille. C'est papa qui cherche à avoir tout le temps sa famille. C'est papa qui force sa mère pour qu'on fasse tous ces repas de famille, alors qu'au final, maman et moi, on les aime pas spécialement. Ma tati et tout ça. On se passerait volontiers de fréquenter ces personnes. Mais pour papa, on s'écrase. Et pour faire plaisir à mamie, pareil. En CM2, je commence à faire un sport pour garçons. Me disant que peut-être ça me rapprochait de mon père, vu qu'il s'est jamais préoccupé de moi, il s'est jamais occupé de moi. Limite, j'aurais pas de père, ça changerait pas grand chose parce que même maintenant, il est juste présent à table, c'est tout. Il a jamais rien fait pour moi. CM2, je fais du sport pour garçons, du judo. Me disant peut-être que comme ça mon père trouvera que ça cool, son fils il fait enfin un truc de mec et tout. Non. Comme il y a mon cousin Nico qui a débarqué et qu'on doit s'en occuper, je préfère aller voir le foot. Voilà. Donc je me fais voler mon papa par Nico. Mon papa en a plus que pour lui. Je peux crever la gueule ouverte, il a rien à foutre. Et je subis un choc tellement fort émotionnellement que ça a coupé ma croissance. C'est pour ça que je dis que j'ai un corps de CM2. Parce que ce choc émotionnel, avec tout ce que j'avais déjà encaissé, était trop compliqué pour moi à gérer. Et donc j'ai eu un choc émotionnel qui a tout stoppé, qui a empêché la suite. Donc depuis le CM2, je n'ai jamais grandi, je n'ai jamais changé. Et à l'heure actuelle avec ma psy, on pense même que plus ou moins mon âme est restée bloquée à cet âge-là. D'où ma chambre. Voilà. Puis commence, après CM2, le collège. Génial. Au collège, je commence à subir du harcèlement scolaire. Tout va bien. Donc ça commence par 2 filles qui en avaient après moi parce que déjà j'étais un garçon mais j'avais les cheveux longs, que je voulais pas qu'on y touche et tout, que bah, j'étais pas spécialement masculin vu que déjà les autres garçons avaient commencé à avoir une carrure plus masculine, à tout ça quoi en fait. Et moi non. Donc voilà, et puis c'était... Je sais, j'ai jamais compris en fait vraiment trop ce qui a déclenché, mais ces 2 filles en avaient après moi. Ça a commencé par au départ me forcer à un jeu, c'est en fait, elle te met une gifle
tu es censé mettre une gifle un peu plus fort, elle te met une gifle plus forte, faut que tu en mettes une. Sauf que moi en fait je le voulais pas, mais on me forçait, j'avais beau résister, quelqu'un me forçait à la frapper. Puis même si je frappais pas fort, elle me frappait toujours encore plus fort. Une fois, alors la prof de maths, à savoir que je l'ai eu 2 fois sur mes 4 ans d'école, de collège. Donc c'était à l'époque il n'y avait qu'un niveau par, enfin qu'une classe par niveau. Donc les profs nous connaissaient bien, tout ça, tout ça. Et la prof, je lui avais dit bonjour juste avant. On monte les escaliers et là, en montant les escaliers, j'ai l'une des 2 filles, donc la plus petite, qui s'accroche à la poignée du sac à dos, du cartable, pour me tirer, me faire tomber en arrière et en même temps se faire tirer parce qu'elle n'avait pas envie de monter les marches et compagnie. Je pense que tu connais, dans tous les écoles, il y a un niveau, une petite partie plate et on remonte. À cette partie plate, je me retourne pour la repousser et lui dire d'arrêter. Et c'est là qu'a commencé ma phobie de... C'est pour ça que j'ai jamais trop, et même les colliers, j'ai du mal. Parce que tout simplement, cette fille m'a étranglée. Sauf qu'elle m'a tellement étranglée que j'ai failli perdre connaissance. C'était un point où j'avais commencé à vraiment à lâcher, que la prof est arrivée, que la fille en question m'a lâché le coup. Mais voilà, donc on a cherché à m'étrangler. Donc ça a continué plus ou moins, c'était des insultes, des critiques, des remarques sur le fait que mon corps n'évolue pas alors que tous les autres garçons commençaient déjà à devenir des garçons. Mais c'était à un point où j'ai commencé très vite. Pendant cette année-là, c'était quasiment en novembre, je crois. J'ai commencé à m'automutiler. L'automutilation a commencé. Donc ça, je me rappellerai toujours quand c'est que ça a commencé, parce que c'était dans un cours d'histoire géo et que la prof en question, je l'appréciais énormément et je l'apprécierai toujours. Parce que justement, comme elle savait que ça allait mal et que c'était un tout petit collège pour la première année, elle me gardait avec elle pendant les récréations quand elle pouvait, quand j'avais eu cours avec elle avant, que j'avais cours avec elle après, etc. Donc je me rappellerai toujours comment j'ai commencé l'automutilation, donc j'ai commencé l'automutilation. Et puis comme ça faisait rire les 2 filles en question, et puis qu'elles en avaient rajouté 2 autres à leur clique, ça a continué par on m'a coupé les cheveux. Donc ce que actuellement est court ici, chez moi, ça date de cette époque. Je l'avais gardé au départ j'ai commencé à refaire pousser cette partie là qu'il n'y a pas très longtemps, parce que j'avais gardé ça d'une certain signe de rébellion, si on peut dire ça comme ça. Je me rappellerai toujours que c'était tout simplement en plein cours de maths cette fois-là, où vu que j'avais les cheveux assez longs, j'aimais pas trop les avoir comme ça en queue de cheval, et je les avais attachés en tresse, et pendant le cours de maths, elle a coupé la moitié d'une des parties de la tresse qui étaient les cheveux de dessous en fait. Au départ je me suis dit, elle a dû mitonner, elle a dû faire semblant ou avoir un truc qui fait peur, qui fait croire que c'est du ciseau, mais voilà. Et le soir en rentrant chez moi, je détache ma tresse pour m'attacher les cheveux en couette pour le soir pour dormir. Et là, je vois mes cheveux tomber par poignée. Et elle m'avait réellement coupé les cheveux. Voilà. Alors, à chaque fois, mes parents, au départ, j'ai essayé de tout cacher. D'ailleurs, l'automutilation, j'avais réussi à lui cacher à ma mère, vu que c'était l'école d'à côté. J'avais réussi à lui cacher jusqu'à avril. Avril, je crois. Et là, il y a justement la plus grande des 2 filles qui commençait à m'emmerder. Donc c'était la plus grande qui m'avait coupé les cheveux d'ailleurs. Ça a été derrière moi en maths. Et la plus grande connaissant ma maman, vu qu'elle avait eu un astite juste avant, elle est allée lui cafeter que je me faisais des... Elle avait appelé ça des griffures à l'époque. Donc l'année de 6e, honnêtement, ça n'a pas été la pire. Les pires, c'était les 2 autres années les 3 autres années qui ont suivi. Alors pourquoi je dis 3 autres?
bah si, on remarque que ça passe au niveau du truc. Mais en fait, à savoir que j'ai redoublé. Voilà, ma 5e, je l'ai redoublée tout simplement parce que je subissais trop de choses à l'école, trop de choses à la famille et tout ça, que je n'arrivais pas à penser, que je n'arrivais pas à me concentrer sur les cours, que les cours c'était devenu tellement mais sans intérêt, parce que je ne voyais pas l'intérêt de me concentrer sur ça alors que j'étais tellement mal, tellement malheureux. Donc le collège dans lequel j'étais a fermé. Et donc on a été transféré sur une autre partie du collège qui était un collège assez imposant parce que c'était un collège de 900 élèves. Maintenant à l'heure actuelle il est déjà à 1200 je crois, ou plus de 1000 élèves, ça c'est sûr. Donc en gros une vraie boucherie quoi, j'ai envie de te dire. Voilà, une usine. Donc j'avais quand même un avantage, c'était que le directeur et le sous-directeur me connaissaient. Ils me connaissaient via ma maman. Parce qu'en fait, le collège où j'ai été transférée, c'était le collège principal qui était relié à mon école primaire. Donc voilà, ils connaissaient ma maman. Ils me connaissaient aussi de nom parce que j'avais le même nom de famille que ma tati. Que ma tati avait eu... il y avait eu mon cousin qui était passé juste avant, donc ma tati est une grande gueule, donc forcément, voilà, j'étais plutôt connue. Et là, ça a été carrément la descente aux enfers. Je ne passais pas une journée sans m'automutiler, tellement qu'il se passait tous les jours quelque chose. Donc je vais te dire même que pour ces 3 années de collège, toutes les pires choses possibles et inimaginables, je les ai subies. Je vais essayer de te dire quelques points, mais je vais pas chercher à me rappeler de tout parce que je peux pas, parce que si je me rappelle de tout, pour oublier la douleur que j'aurai aujourd'hui, je devrais recommencer à couper mes bras, sachant que l'automutilation c'est pire que la drogue. Quand tu commences, tu sais jamais quand tu pourras t'arrêter. Donc, comme j'avais un problème au niveau de mes genoux, je ne pouvais pas faire de sport, donc je n'avais jamais de sac de sport, donc de vêtements de rechange. Habillée sous les douches, on m'a poussé dans les douches pour que je me prenne l'eau, en plein mois de décembre. Voilà. Voilà, ça c'était pour la première année. On m'a poussé 2 fois dans les escaliers pour que je loupe 4 et 5 marches, donc je me suis tordu les chevilles à un point où je pouvais plus poser le pied par terre et que j'ai fini avec des béquilles pour au moins quelques jours histoire de soulager le pied. Voilà, enfin la cheville. Alors les tables, il y avait ma table qui était comme ça et une table au milieu et là il y avait le tableau. La table là, la fille juste la plus proche de moi en fait, au niveau de la table, prend ma trousse parce que en fait il y en avait une qui était contre moi, sauf qu'après il y avait tout le monde vu que c'était marrant, et il pleure ou il dit rien et voilà, c'est rigolo hein, voilà. Donc la fille me prend ma trousse et commence à me balancer tout à la gueule en cours d'espagnol hein, je précise. Donc au départ elle commence par les stylos, la gomme, le taille-crayon, la règle, et là commence à arriver le compas, et là tu vois qu'il te passe, mais alors hein, très très près, et voilà. Donc après il y avait le mur juste derrière moi parce qu'il y avait juste la place à peine de passer derrière, juste pour une personne assez mince pour passer derrière, et après il y avait le mur, donc la prof elle entendait très bien les stylos et tout ça qui tapaient. Et au moment où je me prends le ciseau, parce que oui, elle a ouvert le ciseau et elle me l'a balancé. Et là où, heureusement, j'ai eu à la dernière seconde, j'ai décalé un tout petit peu la tête. Ça m'est passé, mais ça a frôlé l'oreille, je l'ai senti. Encore, j'ai eu de la chance, c'était la partie, tu sais, où tu mets tes doigts, qui avait frôlé au niveau de l'oreille. Là, la prof, elle a pris le carnet et elle a écrit un truc. C'était la seule réaction qu'il y a eu, parce que les profs, ils faisaient rien. Pareil, donc je me mutilais pendant tous les cours.
Et pendant un cours, un des garçons de la classe a trouvé ça rigolo de hurler « Madame, madame, Ibis, mutile dans le cours ». La prof me prend, me met dans le couloir et parle avec moi. La seule chose qu'elle me trouve à me dire « Tu peux arrêter de faire ça pendant mon cours, s'il te plaît ?» Madame, si je fais ça, c'est qu'il y a quelque chose, non? Oui, mais tu peux juste arrêter de faire ça pendant mon cours, merci. Ok. Parce que de toute façon, ça n'a rien changé. Donc voilà, j'ai eu, après l'année d'après, j'ai eu carrément les bouteilles d'eau. On m'a versé les bouteilles d'eau, hein, vu que la douche avait été déjà faite. Voilà. Donc j'ai eu les bouteilles d'eau, pareil, en plein mois de janvier ou février, quand il commençait vraiment à faire très froid. Et ben voilà, j'ai passé la journée en étant habillée, en étant trempée jusqu'aux os et en n'ayant pas de vêtements de rechange. Voilà. Ça a été aussi parce que je ressemblais du coup à une fille, vu que je n'évoluais pas vers la mutation vers le garçon. Ça a été des rumeurs comme quoi j'étais homo, etc. Que j'étais donc qu'un PD, que ci, que là. Et donc j'ai été obligée d'embrasser devant tout le monde une personne du sexe opposé qui était amoureuse de moi, je savais. J'ai chopé devant tout le monde parce que je me suis arrangée pour qu'il y ait un maximum de monde autour de moi, du collège. Et je l'ai embrassé sur la bouche devant tout le monde. Voilà. Alors que je n'avais rien à foutre, je n'avais pas envie, mais voilà. J'ai été aussi très rapidement rejetée parce que tout simplement j'étais plus mature que les enfants de mon âge. Donc en fait pendant que les autres pensaient, voilà, les garçons pensaient aux filles, les filles pensaient aux garçons et tout ça, les amours, machin bidule. Moi je pensais au métier que je voulais faire plus tard. Donc ça a créé un fossé. Ça a créé un fossé aussi parce que j'étais l'un des rares garçons qui ne jouait pas au foot pendant la récréation. On était deux dans le collège à ne pas être comme ça. Et bon, lui, il a viré complètement homo. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, donc je sais. Mais voilà. J'ai eu quoi d'autre? Poussé dans les escaliers. La rumeur donc de l'homo, balancer les trucs dans la tronche. Ah oui, enfermé dans les toilettes. Et puis comme j'étais tout petit, en fait, je sais, entre parenthèses, escalader un mur, donc m'agripper sur un mur, être les pieds et les mains à même niveau, mais je suis incapable de passer par-dessus pour retourner dans le WC d'après. Donc j'ai été enfermée dans les toilettes. Ça a été aussi des réflexions comme quoi j'étais un monstre, que j'étais pas normale, que j'étais un démon. On a tagué mes sacs de cours. Donc tous mes sacs de collège ont été tagués avec des insultes, des démons, enfer, etc. des cris. En espagnol, il y a eu donc, on a évoqué la Picasso, à savoir que c'est mon peintre préféré et j'ai pas fait attention ce jour-là, j'étais un petit peu dans la lune, j'en pouvais tellement plus de ce qui se passait que j'ai pas fait gaffe. Et la prof a demandé quelle était la période de Picasso qu'on préférait, la bleue ou la rose. La prof dit la rose, tout le monde lève la main sauf moi. Et au moment où elle dit la bleue, j'ai juste capté qu'elle était en train de parler de ça et je lève la main. Et là, c'était une des plus grosses erreurs que j'ai fait parce que forcément, ça prouvait que j'étais différent des autres. Ça prouvait que... forcément, ça n'a pas plu quoi. Ça prouvait que j'aimais les trucs de mort, de gore, enfin voilà quoi, j'étais pas dans la période toute joyeuse de Picasso. Non, non, moi j'aimais les trucs... voilà. Donc le fait que que j'aille au psy et qu'on ait découvert que j'allais chez un psy, ça a rajouté une couche, c'était encore plus marrant de me torturer. Voilà, c'était... Ah si, on m'a mis la tête à l'envers, on m'a retourné pour me voler mon téléphone et me vider tout mon forfait téléphonique. Plus d'une fois, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle.
vu qu'on peut y arriver une fois. C'était oh bah pourquoi, vu que elle a réussi, pourquoi moi j'y arriverai pas. Donc au moins une fois par mois on faisait le coup, et puis à chaque fois c'était plus ou moins, enfin pas forcément retourner, mais sinon c'était me plaquer au sol, et puis on fouillait dans mes poches vu qu'ils savaient très bien où je foutais mon téléphone, et même si je le planquais ils arrivaient toujours à savoir où je l'avais foutu, et puis sinon bah, on tripotait de partout pour savoir où je l'avais planqué. Et c'était souvent comme ils avaient su quand mon forfait téléphonique se renouvelait, parce que moi il s'est jamais renouvelé en fin de mois, il se renouvelle en plein milieu de mois. Et ben c'est mon forfait téléphonique qui s'est toujours renouvelé, je crois vers le 13 ou le 14 du mois. Et ben le 15 ou avant le 20 on s'amusait à me vider mon forfait téléphonique, et puis voilà, c'était drôle. Voilà. Donc ça a été des rumeurs, ça a été tout le collège s'est mis à dos contre moi, ça a été des menaces de mort, ça a été même frappé juste après la sonnerie de sortie, avant d'arriver à la voiture de ma maman, frappé à tel point que je tenais plus debout, qu'il a fallu 2 grandes troisièmes pour me porter jusqu'à ma voiture. Voilà, parce que je tenais plus debout et tout ça. Plusieurs fois frappé. Mais on frappait toujours au ventre, donc ça se voit pas. Comme ça, les profs ou quoi que ce soit, ça se voit pas. Ou alors on frappait au niveau, on va dire la partie des shorts de plage d'hommes. Voilà. C'était des trucs comme ça. C'était aussi, je suis parce que forcément, en tout cas moi pour mes collèges et mes salles, enfin mes écoles, il fallait toujours passer par la salle, le vestiaire pour atteindre la salle de sport. La plus grosse connerie qu'a fait ces architectes. Franchement, ceux qui ont créé, dessiné les plans pour les écoles, ils ont vraiment merdé là-dessus. Donc je passe aussi dans les vestiaires et je me prends toutes les bombes de déodorant en spray sur moi jusqu'à ce qu'il les vide. Donc on m'a empêché de sortir, il y avait le plus gros le plus lourd devant la porte, et ils me retenaient tous, et ils avaient tous vidé leurs bombes de déodorant dessus, donc forcément c'était des odeurs horribles, ça me donnait envie de vomir. J'avais des problèmes de maux de tête, donc très souvent j'en pleurais tellement j'avais mal à la tête, mais c'était parce qu'en fait je réfléchissais trop. Donc voilà. Puis mes parents mes parents ne m'ont... Alors, il y a un peu de tout par rapport à cette période scolaire, parce que autant je censurais beaucoup à mes parents pour éviter qu'ils s'inquiètent, parce que c'était inhumain ce que je vivais tous les jours, parce que c'était tout le temps. C'était tous les jours il m'arrivait quelque chose. Un jour on me poussait dans les escaliers, l'autre jour on essayait de m'étrangler, l'autre jour il y avait des boulettes. Ah si, pendant 2 heures d'histoire géo, je me suis pris une centaine de boulettes de papier de la part de toute ma classe. On était 27. Des boulettes de papier de meurs, crève, va en enfer, tu ferais mieux de jamais revenir. Si tu restes l'année, on te fera la peau, tu verras, le dernier jour de l'école, on va te tuer, et tout ça. C'était des trucs comme ça, c'était des trucs immondes. J'ai eu droit aussi à pas mal de choses, telles que les garçons aussi qui s'en prenaient pas mal à moi. Sinon c'était quand même assez les filles qui étaient méchantes, mais j'avais les garçons aussi qui s'en sont pris à moi, parce qu'en fait j'ai pas eu de chance. Le garçon le plus costaud de la classe, mais aussi le plus populaire, qui était tombé amoureux d'une fille de la classe, que la fille de la classe était tombée amoureuse de moi. Alors là, j'ai eu tous les garçons qui me sont tombés sur eux. C'était... on m'a craché dans mes repas. On a attendu que j'ai le malheur de me lever pour aller chercher de l'eau ou du sel. Parce que voilà, moi les pâtes, elles étaient jamais salées, donc j'allais me chercher le sachet de sel. Et je revenais, en fait, mes pâtes avaient été salées par une quinzaine de sachets. On m'a forcé des fois à bouffer justement ce genre de choses. On m'a forcé à bouffer le plat de pâtes rempli de crachats, de trucs comme ça. C'était... On m'a aussi forcé à... Alors il y avait en fait une flaque d'eau à côté de la porte de sortie de la cafétéria. Et je crois que c'était la viande. Je crois que c'était un steak haché ce jour-là. Ils avaient fait tremper le steak haché dans la flaque avec un peu de boue.
ils m'ont forcé aussi à le bouffer. Voilà, plein de choses comme ça, et dis-toi que ça a été pendant 4 ans et c'était quasiment tous les jours qu'il m'arrivait quelque chose. Donc autant quand j'en parlais plus ou moins à mes parents, j'avais mon père et ma mère, alors surtout mon père qui me disait que je m'étonnais que c'était en fait une crise d'adolescence et je cherchais juste à me faire remarquer par mes parents, à attirer leur attention. J'avais aussi le fait que mes parents, eux, ils ont une école, un collège et tout ça, où tout le monde s'aimait, tout le monde s'entendait bien, il n'y avait pas de chamaillerie comme ça et tout ça, donc pour eux c'était inconcevable que je vive tout ça, même si je le censurais à mort. Et en fait la dernière année que j'ai fait au collège, j'ai fini par craquer et pleurer tout le temps. Pleurer de ne pas vouloir aller à l'école, pleurer d'avoir peur. Et à partir du mois de février, j'ai commencé à pleurer tous les jours. À chaque fois que j'allais à l'école, je pleurais parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas ce qui m'attendait, parce que j'avais peur de ce qu'on allait encore me faire. Parce que ça aussi, une chose aussi qu'on m'a fait, c'est que comme j'aimais me mutiler, une fois, les camarades de classe m'ont mutilé. Ils ont pris tous leurs ciseaux et ils se sont acharnés contre moi. Et comme c'était pendant une paire, mais qu'à un moment donné on n'avait plus le surveillant pendant quelques minutes, et ben il y en a ceux qui étaient autour de moi, ils m'ont maintenu les bras contre la table, et il y avait donc au niveau de la classe, toute ma classe m'a foutu un coup de ciseau sur les bras. Et comme il y avait la classe d'à côté qui m'aimait pas non plus, parce que de toute façon ils étaient tous un peu alliés contre moi, parce que c'était tellement fun une personne comme ça à torturer qui dit plus ou moins rien, parce qu'au final personne ne bougeait son cul. J'avais beau demander de l'aide au professeur, personne ne réagissait. J'avais beau demander de l'aide même aux surveillants, il y en avait des fois qui tournaient les yeux pour ne pas voir ce qu'on me faisait. Et donc j'ai eu droit à 2 classes de 25 élèves qui m'ont tous foutu un coup de ciseau sur mes bras. Voilà. C'est ce genre de choses. J'avais plus ou moins de la chance parce que donc le directeur, le sous-directeur savait. Comme les salles de permanence étaient en bas et que le directeur, le sous-directeur faisait comme des tours de garde, j'arrivais à avoir un code avec eux pour leur faire comprendre si ça allait ou pas pendant la permanence. Et une fois, je me rappellerai toujours, le sous-directeur qui entre, parce que je lui faisais comprendre que là j'en pouvais plus, j'avais vraiment envie de me buter, que le sous-directeur entre dans la salle de permanence, il ouvre la porte en grand, il hurle mon nom de famille, il me dit viens tout de suite, parce que j'ai à te parler et là ça peut pas t'attendre. Il gueule tellement fort que ça fait flipper tout le monde, que tout le monde se posait des questions. Moi j'avais très bien compris ce qui se passait, donc j'y vais. Et puis il commence juste à me parler de tout et de rien, juste me garder en dehors de cette salle de permanence qui était horrible, et juste me garder pour me parler de tout et de rien, juste pour me protéger. Ça je me rappellerai toujours, parce qu'on n'oublie jamais dans ces cas-là les gens qui t'ont jamais rien fait. La preuve, à l'heure actuelle, vu que ma maman est astite, un de mes camarades de classe a un petit frère que ma maman a eu. Et ce garçon, quand je l'ai revu, je me suis rappelé tout de suite de lui parce que c'était le seul garçon qui m'avait jamais rien fait sur 4 ans d'école. Ce genre de personnes-là, on peut jamais les oublier. Jamais. Parce que c'était le seul qui m'avait jamais rien fait et qui m'avait même une fois protégée. J'ai été obligée aussi de mentir sur les cadeaux de Noël ou sur les vacances scolaires que je faisais, parce que tout simplement j'étais classée comme gosse de riche, juste parce que mes 2 parents avaient un travail et que sinon la plupart avaient qu'un seul parent qui travaillait, voire les 2 parents qui travaillaient. Mais alors je veux pas rabaisser ces métiers, mais c'est juste montrer que c'est pas une paye de ouf. Des parents comme caissière, femme de ménage, éboueur, etc. Et que moi mes 2 parents avaient des vrais, entre parenthèses, des vrais métiers où la paye était un peu plus importante, donc je pouvais me permettre d'avoir de partir en vacances par exemple à la neige ou l'été
Sauf que mes autres camarades de classe, personne faisait ça. Donc j'étais obligée de mentir parce que j'étais classée comme gosse riche. Et si je lisais même les cadeaux de Noël que je recevais, j'allais m'en prendre plein la gueule. Donc c'était toujours mentir pour me protéger, pour me cacher. J'étais plus moi-même. Et encore, à cette époque-là, jamais j'aurais modifié ma couleur de cheveux, jamais je me serais habillée comme je m'habille actuellement. Parce que si je m'étais permis ces détails, ça aurait été pire. Donc c'était m'habiller pour faire plaisir à tout le monde, pour rentrer dans ce moule que je déteste tant, mais c'était être normal. Je faisais attention à tout ce que je disais, tout ce que je faisais, tout ce que je portais, tout ce que je pensais pour me protéger et pour éviter encore plus la souffrance. Mais ça n'a jamais marché. Quoi que je fasse, il y avait toujours quelque chose. Pendant 4 ans. Donc, comme je l'ai dit, à partir de la dernière année, à partir des vacances de février, j'ai commencé à tout le temps pleurer. Et j'ai posé un ultimatum à ma maman, vu que c'était elle qui m'emmenait en voiture à l'école. Je lui ai dit, écoute, juste un peu avant les vacances d'avril, je lui ai dit, écoute-moi bien. Là, tu me forces à finir l'année, maman, en cours d'histoire géo, devant ma prof préférée. Au 4e étage, je saute. Tu me fais finir l'année, tu me fais faire une seule journée de plus, maman. Je sauterai de ce 4e étage et j'essaierai d'atterrir sur la tête pour en crever. Parce que je ne peux pas tenir 1 minute de plus dans cette école de merde. Donc ce qu'il faut aussi se dire par rapport à tout ça, c'est que en plus du collège, j'avais toujours à la maison cette histoire de papa volé, donc de mon cousin, entre parenthèses pour moi mon frère, qui m'avait volé mon père. Il y avait toujours ces histoires de famille qui me rabaissaient plus bas que terre. Comme la 5e je l'avais redoublée, alors là c'était, ça y est, ça c'était la plus belle chose pour eux. Ça prouvait que j'étais gosse d'un style, mais pourtant j'étais qu'une sous-merde. La preuve, j'avais redoublé, ça prouvait que j'étais bon à rien, que j'étais qu'un déchet, etc. Donc, en fait, j'étais malheureux à l'école, mais si j'avais eu un environnement à la maison à peu près potable, j'aurais eu un endroit où me sentir heureux, tu vois, je veux dire, quand, par exemple, il n'y a que ton boulot qui te casse les noix, mais qu'à la maison, tu es heureux, tu as ta femme, tu as tes enfants qui t'aiment, etc., ça crée plus ou moins un équilibre et on arrive quand même à tenir et à faire face. Mais quand l'école ça va pas, la maison ça va pas, la famille ça va pas, tu n'as aucun endroit où tu te sens aimé, parce qu'au final, même si ma maman elle n'a jamais fait de critique par rapport à moi et ma cousine, mais je me sentais pas aimée par ma maman parce que je savais qu'elle fermait sa gueule pour faire plaisir à ma grand-mère. Et c'était un cercle vicieux parce que je n'attendais qu'une chose, c'était que ma mère sorte ses griffes telle une mère ours et grogne un bon coup et foute une patate aux personnes qui me faisaient des remarques, leur gueule dessus, leur disent bon ça suffit maintenant, arrêtez de l'emmerder, arrêtez de le critiquer par rapport à sa cousine, oui il est plus petit alors qu'il est plus vieux, oui il est plus gros et tout ça. Mais non, il n'y avait personne en fait pour me soutenir, il n'y avait personne qui m'aimait, je me sentais aimée de personne, je me sentais appréciée de personne. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, donc je l'ai dit aussi pendant le début de la vidéo, que mes cheveux longs c'était toute ma vie. Et la dernière année au collège, on m'a aussi chopé et coupé les cheveux. Donc après, le week-end même on allait sur Bordeaux avec ma mère, donc je lui ai dit maman, est-ce qu'on pourrait pas aller au coiffeur pour que ça rende à peu près correct et que on n'ait pas l'impression que je me suis fait couper les cheveux par les autres, mais plutôt que j'ai été au coiffeur. Comme ça au moins il n'y a que ceux qui me l'ont fait qui sauront la vérité. Mais au final, comme j'avais coupé après plus court encore, pour faire plus court et plus... En fait les filles étaient jalouses tout simplement parce que j'avais les cheveux bien plus longs qu'elles et ça déplaisait, et donc j'avais coupé
Donc là, ça c'est ma longueur actuelle parce que j'étais aventure du coiffeur, bref. J'avais encore plus court que ça. J'avais... Oh, si, ouais, j'avais ça à peu près. Et voilà. Donc, encore au niveau du collège, j'ai envie de te dire que heureusement que j'avais la télé. Heureusement que je suis tombée sur la chaîne manga. Et heureusement qu'il y avait la série Yu Yu Hakusho diffusée sur la chaîne manga. Donc je les remercierai jamais assez cette chaîne pour avoir diffusé ça, Yu Yu Hakusho, en boucle. C'est tout simplement, dans Yu Yu Hakusho, il y a un personnage du nom de Kurama. Je vais te mettre une image à côté. Il est beau, intelligent, il est... Enfin beau, je m'en foutais. C'était plus que c'était un élève comme tout le monde, mais au final c'était aussi un démon parce que c'était un démon, la créature, le monstre, avec des pouvoirs, etc. Et au final je m'étais identifiée un petit peu à lui parce que j'ai dit, mais si moi je suis un démon, genre le démon, et que lui à côté c'en est un, on me compare à lui, c'était comme si on me disait que j'étais Kurama. Je me suis dit, bah Kurama il est classe avec ses cheveux longs, son fouet avec des épines de rose et tout ça. Donc ça a réussi plus ou moins à m'aider. Et puis les week-ends, les mercredis après-midi, je suis passé tout mon temps libre. Parce que ma maman était obligée de m'aider pour faire mes devoirs parce que je n'arrivais pas à faire mes devoirs moi-même parce que c'était pensé à l'école. Forcément les devoirs égale école égale tout ça. Donc je faisais vite fait mes devoirs dès que je rentrais, le vendredi soir par exemple. Et après je passais tout mon temps devant la chaîne manga et je riais, je rigolais. Ma mère disait justement, elle a toujours dit que c'était marrant parce qu'elle m'entendait rire et agir par rapport à la télé. Et qu'elle m'entendait enfin rire, parce que ça faisait des années qu'elle m'entendait plus rire, que sinon je ne riais jamais et j'étais tout le temps dans le noir au final. Donc voilà. Donc la dernière année scolaire, j'ai arrêté l'école en avril. Heureusement que ma maman était instite et que le médecin scolaire était forcément une connaissance de ma maman parce que forcément le médecin scolaire qui faisait le collège était celle aussi qui faisait le primaire. Donc elle a pu faire un papier comme quoi je faisais une phobie scolaire et j'ai fini donc l'école à la maison. Mais ça, ma vie ne s'est pas arrêtée à ça. Donc je me suis mis dans le manga, tout ça, les conventions. Et je suis tombée amoureux. Voilà, je l'ai dit, c'est fait. Voilà, parce que les gens de mon entourage ne savent pas du tout que j'ai été en couple. Et sauf ma maman, parce qu'elle a su à la fin. Donc voilà, donc j'ai été en couple. Un couple où... en fait, un couple très néfaste. Très mauvais pour la santé. C'est autant je me sentais aimée par cette personne. Mais autant... ça pouvait pas être tout beau. Non. Me faisait frapper. Voilà, j'avais trouvé l'amour entre parenthèses de ma vie. J'ai trouvé quelqu'un qui arrivait à me rendre plus ou moins heureux. Je me sentais vraiment aimée. Mais à côté de ça, c'était une personne qui me frappait. Mais aussi qui me rabaissait constamment et qui faisait de la torture mentale sur moi. Voilà. Donc c'était tout le temps des réflexions pour taper sur mes complexes, c'est-à-dire par exemple ma petite taille alors que la personne avec qui j'étais était bien plus grande que moi en taille. Donc c'était tout le temps des critiques, des remarques, dès qu'il y avait un truc, par exemple que j'allais dans une boutique manga et que j'arrivais pas à attraper l'étagère du haut, c'était une réflexion comme quoi j'étais trop petit, mais c'était pas en mode tout mignon, enfin tu vois, c'était vraiment pour faire mal, pour détruire. Et je me suis quand même accrochée à cette personne pendant pas mal de temps. Tout simplement parce que j'avais l'impression qu'en restant quand même à ses côtés, je pourrais plus ou moins sortir de la dépression. Donc en fait, c'était pas réellement au fur et à mesure, c'était plus de l'amour. Mais c'était du peut-être qu'avec toi, en étant à tes côtés, je pourrais quand même sortir de cette dépression. Alors je reste avec toi. Et aussi, je me sentais quand même aimée. Donc j'avais envie parce que c'était la première fois que je connaissais quelqu'un qui m'aimait en amour ou en amitié. Même si j'avais quand même ma meilleure amie
que tu connais, vu que j'ai partagé cette chaîne au tout début avec elle. Mais je me sentais vraiment aimée par quelqu'un parce que après tout, ma meilleure amie, elle était prise par... elle était en couple avec quelqu'un, donc elle ne pouvait pas mettre entière. Elle ne pouvait pas être 100% pour moi, vu qu'elle était amoureuse d'un garçon. J'ai été rabaissée plus bas que terre, j'ai été torturée pendant des années. Mentalement et frappée. Je cachais tout une fois de plus à mes parents. Et quand ça s'est fini, je me suis dit que peut-être que, vu que je faisais esprit de rester vivant pour cette personne, parce que j'avais envie d'essayer quand même de me sentir pour une fois aimée et tout ça, alors que le nombre de fois incalculable que j'ai pensé à crever dans ma vie, même le chiffre 1000 est trop petit. Parce que déjà, tu comptes 4 ans au collège, tous les jours déjà j'ai pensé à mourir. Tous les jours j'imaginais une dizaine de scénarios. Je reprenais même le scénario de la veille et je le perfectionnais. Je trouvais toutes les solutions possibles et inimaginables. Je faisais exprès de traverser la route alors que je savais très bien qu'il y avait une voiture et qu'il y avait de très fortes chances pour qu'elle ne puisse pas freiner, des trucs comme ça. Et puis cette personne, j'ai eu de la chance, m'a jeté tel, comme je le dis, tel animal qu'on jette en plein été. Ensuite il m'a jeté en été. Et voilà. Alors, malgré tout ça, j'arrive pas en fait à oublier. J'arrive pas à me dire que c'est derrière. Parce qu'au final, il y a toujours quelque chose quand même pour me faire du mal. Maintenant, je suis à la maison, on me demande rien parce que je suis incapable, de toute façon dû à ma dépression et mon instabilité émotionnelle, d'avoir un travail. Donc on me demande rien, je fais YouTube, ça me rapporte que dalle, mais ça fait plaisir aux parents parce que ils disent que c'est comme un travail parce que j'y passe mes journées et que au final il y a quand même 2-3 euros qui rentrent, enfin 2-3, une dizaine. Et malgré tout ça, tu pourrais te dire, ouais, mais tu pourrais sortir de ta dépression. Bah non, parce que j'ai toujours mon papa avec moi. Et que mon papa, tout le temps, très régulièrement, tous les jours, mais presque, me fait pleurer, me fait hurler, me fait du mal, me dit des mots, des phrases qui font mal, qui font que je ne vais toujours pas bien, qui me maintient dans ma dépression. Donc c'est aussi pour ça que j'envisage dans 2 ans et demi, enfin que dès que ma mère prend sa retraite en fait, de déménager. Et voilà, parce que c'est mon père qui me maintient actuellement en dépression. Et surtout, mon cousin. Parce que mon cousin maintenant, depuis quelques années, il habite à 1 minute à pied de chez moi. À 300 pas, 350 pas précisément même. Ouais, c'est bien les applications pour compter les pas pour le sport. Bref, toujours est-il que ce cousin, donc on le fréquente tout le temps maintenant parce que c'est devenu comme mon frère, donc c'est les repas, tout ça, d'anniversaire et compagnie. Et on va dire mon frère, est alcoolique. Donc mon frère est alcoolique. Et dès qu'il y a un repas de famille, c'est toujours moi qui prends. Alors je me fais pas frapper. Mais cet été j'ai failli m'en prendre un pet, ça c'est clair. Heureusement qu'il y avait pas mal de membres de la famille, surtout qu'il y avait des vrais mâles, des vrais hommes pour me protéger. Parce que ça a failli finir loin. Et c'est toujours moi qui prends parce que je dis une phrase et qui comprend pas tout. Et que voilà, parce que cet été par exemple j'étais en train de faire un compliment sur mon papa. J'étais en train de faire un compliment et il n'a pas compris que je faisais un compliment, il a cru que je le rabaissais plus bas que terre. Et il m'a engueulé comme quand on ne rabaissait pas son père, comme quand on l'insultait, enfin on ne mettait pas son père plus bas que terre, on ne le rabaissait pas par rapport à ce qu'il faisait. Alors que j'étais clairement en train de faire un compliment, mais comme il était pété, il n'a pas compris.
Et sauf que je me fais engueuler et que c'est une personne qui va pas lâcher l'affaire. Donc même si tu tais et tu l'ignores, il va continuer. Comme je suis une personne assez sensible, mais au bout d'un moment ça fait mal. Ça fait mal parce que tu te fais engueuler alors t'as rien fait et que... Voilà. Donc c'est ça. Et... c'est pas grave, allez je vais le dire. Donc maintenant, ma vie est toujours un mensonge. Parce que au quotidien, je ne vais pas bien. Au quotidien, je continue de me mutiler de temps en temps. J'essaye de résister au plus possible. Mais là que j'ai récemment recommencé, je trouve ça fait tellement du bien de se mutiler que je pense que je vais recommencer et ce ne sera pas qu'une fois tous les 36 du mois. Et la seule chose de positive que j'ai eue par rapport à tout ça, c'est en 2014 parce que mon père est passé premier adjoint au niveau de mon village. Et en fait, il a fait un repas pour fêter ça et il a invité ma tati, ma fameuse tati avec ma fameuse cousine. Et ma cousine, pendant le repas, parce que c'était le soir donc il y avait apéro et repas, ma cousine m'a rabaissé plus bas que terre, m'a dit que j'étais qu'une sous-merde, que je sortirais jamais de ma dépression, qu'elle voulait me normaliser capillairement parlant et vestimentairement parlant, que j'étais qu'un gros tas, que je m'écrirais jamais, que de toute façon je finirais par crever comme un connard, enfin que des trucs comme ça. Et le pire c'est que j'arrivais pas à en placer une pour me défendre et j'enchaînais, je me prenais des réflexions et des réflexions. Et j'ai eu la chance que le week-end d'après, on doit y aller sur Toulouse pour la convention d'avril, le TGS ou Anami. Et sur le retour, mon père m'a demandé donc ce qui s'était passé parce que ça avait fait quand même pas mal de bruit. J'étais rentrée dans la maison, j'avais mis un DVD de Schwarzenegger pour me calmer parce que c'est mon acteur préféré. Ma mère était retournée gueuler parce que voilà, une fois de plus, ma famille me faisait du mal. Vu que ma grand-mère est morte, maintenant on s'en bat les steaks de dire ce qu'on pense. Et ça a failli finir en bagarre, donc ma tati a décidé de couper les ponts et mon père a réussi à comprendre, vu que c'était lui qui nous forçait à cette relation familiale, a compris que, et il a dit de lui-même que cette famille, que ces gens étaient néfastes pour ma santé mentale. Voilà. Donc c'est le seul truc positif que j'ai eu depuis que je suis née, c'est que mon père a compris que ces gens-là étaient néfastes et qu'il a réussi à comprendre que d'autres de ses cousins pouvait être bon pour ma santé. Il en aura fallu des années. Il en aura fallu. Donc voilà. Et maintenant je suis donc enroulée dans un mensonge perpétuel. Parce que donc mon cousin, je l'aime bien, mais sans plus, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc tu le sais, mon cousin a une chérie, ma belle-sœur entre guillemets, et ils ont eu un enfant. Et mon cousin donc a cette fameuse sœur du nom de A que je déteste. Une année, je ne savais, je vais t'expliquer quand même le pourquoi je suis dans un mensonge perpétuel, donc du coup je ne suis pas non plus spécialement heureux dans ma vie actuelle. Donc une année, je ne savais plus quoi offrir à mon cousin parce que en fait je suis une personne qui ne va pas que donner un cadeau pour Noël et anniversaire. Par exemple mes parents, il y a aussi pour la Saint-Valentin, il y a la fête il y a tout ça, il y a voilà. Et mon cousin c'est un peu pareil, je lui faisais un cadeau aussi pour la Saint-Valentin, pour d'autres trucs, et au final j'ai fini par être en panne de cadeaux. Et une année, alors c'était il y a 2 ans je crois, j'ai dit à mon cousin, donc à mon frère plutôt on va dire, à Nico, je lui ai dit écoute, j'ai pas de cadeau à t'offrir, je n'ai pas trouvé quoi t'offrir, donc je vais faire un effort, je vais essayer de créer un lien avec ta soeur. Qu'on fasse, qu'on ait une relation frère et sœur tous les deux aussi. Donc bien entendu cette relation est complètement bidon, je fais semblant, je mens. Il faut faire plaisir à tout le monde parce qu'en même temps ça fait plaisir à papa. Voilà. Ma belle-sœur, je l'aime bien mais désolée parce que je sais très bien qu'elle va la regarder, mais au fond on est tellement différents qu'on n'arrive pas à se comprendre. Et ça finit toujours par, en fait, elle me sort des phrases pensant, soi-disant, m'aider,
sauf qu'au final non, parce qu'elle me sort les mêmes discours à chaque saison depuis 2013. Depuis été 2013, elle me sort les mêmes trucs à toutes les saisons, et à chaque saison elle me fait du mal, elle me fait pleurer, et j'en ai marre. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs cette année en février, vu qu'il y a son anniversaire elle et à sa mère, je n'irai pas parce que j'en ai marre de faire semblant, de me forcer. Et puis j'ai pas envie de laisser passer quelqu'un comme ça qui me fait du mal, qui me fait pleurer tout le temps, parce que ce qu'elle me dit me fait du mal et me détruit clairement à chaque fois. Donc ça suffit, je commence à en avoir marre. Mais je tiens à t'avouer aussi la vérité, c'est que le petit Okami dont je te parle sur ma chaîne et que j'achète des cadeaux, tout ça aussi c'est du bidon. Mais je t'explique même pas à quel niveau. Donc oui, j'achète des trucs, oui d'accord, c'est mignon et tout ça. Ça m'a fait plaisir, la porte assez ouverte. Donc oui, d'accord, j'achète des cadeaux et tout ça. Mais ne crois pas du tout que je me sens dans mon rôle de tonton et tout ça, parce que tout ça c'est du fake. Parce que les gamins, alors prendre entre grands guillemets, hein, les gamins je n'aime pas ça. Les enfants je n'aime pas ça, ça bouge, ça agité, ça va dans tous les sens, pour peu. Voilà, tout ça. Je n'aime pas les choses qui bougent comme les singes et les enfants. Voilà. Moi, j'ai toujours été un enfant très sage, très casé. Ma mère pouvait m'emmener à ses réunions d'instit les mercredis, quand à l'époque il n'y avait pas l'école le mercredi. Tu m'entendais pas, j'étais assis dans un coin à faire mes petits dessins, à faire mes coloriages, mes machins bidule, tu m'entendais jamais. Tous ces enfants là qui bougent tout le temps, qui ne peuvent pas s'arrêter de bouger, etc. Je n'aime pas ça, je n'aime pas les bébés. Je n'ai jamais aimé les bébés. Et pour faire plaisir à la famille, parce que tout le monde savait très bien que je suis pas du tout enfant, que je suis pas du tout bébé, et ben j'en rajoute. Bah oui, parce que sinon, si je restais comme je suis normalement, à rejeter l'enfant, ça dérangerait toute la famille. Donc je suis dans un mensonge perpétuel depuis maintenant un an et 2 mois. Je suis dans un mensonge perpétuel, enfin 2 ans même on va dire, hein, parce que du moment où la mère nous a dit je suis enceinte, le lendemain j'avais passé toute ma journée à aller sur les sites pour chercher des trucs de bébé, des vêtements, des jouets, des ci, des là. Mais au fond de moi, j'en ai rien à foutre. Au fond de moi, le gamin quand je suis les cheveux blonds ne me fait pas de bisous, pas de câlins, j'en ai strictement rien à foutre, au contraire ça m'arrange. Et quand on me fait le porter, parce que des fois je le porte pour faire plaisir, pour faire comprendre que ouais t'as vu, même si j'aime pas les gamins, finalement je l'adore ton petit, je l'adore Camille. Que dalle, que dalle. Voilà. Donc sache la vérité, c'est que toutes mes vidéos achat bébé sont vraies, j'achète réellement pour le petit, mais qu'au fond de moi, je ne l'aime pas et j'en ai rien à foutre. Voilà. Je suis désolée, j'ai été obligée de couper, il n'y avait plus de carte, plus de place dans la première carte mémoire. Donc tu pourrais te dire, oui mais Ibi, pourquoi tu mens, pourquoi tu fais semblant, alors qu'en fait le petit t'en a rien à foutre. Parce que sinon, si je faisais pas tout ça, ça me retomberait sur la gueule. Parce que j'aurais ma mère qui me retomberait sur la gueule en me disant bon allez, faut prendre-le au moins une fois dans tes bras quoi le petit, allez vas-y, tout ça. Et sauf que ça serait tellement chiant parce que entre mon père et ma mère ça serait tellement casse-burn, et mon frère du coup et ma belle-sœur, ça serait tellement chiant que autant faire semblant et voilà. Sauf que de base on m'avait bien fait comprendre que ni moi ni la sœur officielle de Nico serait parrain-parraine. Sauf qu'elle a été choisie. Donc maintenant c'est devenu une compétition entre ma cousine A et moi. Donc dès qu'elle se pointe, elle fait bien sûr je suis la tati et tout, je suis la marraine. Donc elle en rajoute plein, il faut qu'elle joue son rôle de marraine parfaite et compagnie. Sauf qu'elle sait très bien que, ouais, en plus le pire c'est qu'elle joue avec moi parce qu'elle me lance des regards du genre t'as vu, je m'occupe de lui, t'as vu, je fais la marraine et tout ça. Sauf qu'en plus on me l'a foutu ça aussi à l'envers par rapport à ça. Et donc ça j'ai très mal vécu. Parce que pendant 9 mois de grossesse, on te sort les parrains-parraines, ça ne pourra jamais être Ibi et A. Ça me fait penser à la série La Pretty Little Liars. Bref, donc on me sort pendant 9 mois de grossesse, ça ne peut pas être toi ni A. Et finalement, en mars, le jour de l'anniversaire de ma maman, enfin le jour où on fait le repas d'anniversaire de ma maman,
Mon cousin me l'avoue, mais mon cousin a tellement de couilles qu'il me l'a sorti quand il était bourré. Ah oui, et il fallait bien un petit coup d'alcool pour annoncer ça à son petit Tibi, que finalement il aurait ni le rôle de marin-marraine, parce que bon, on a choisi quelqu'un d'autre et toi t'en fais pas partie. Voilà. C'est qui vit H24 avec, quasiment H24 avec eux parce qu'il habite à 1 minute à pied et qu'il doit y aller tous les 2 week-ends? C'est moi. Et c'est même pas moi qu'on choisit. Voilà. Donc tout ça est une belle blague, mais tout ça me fait du mal forcément. Et donc c'est bien pour ça que j'ai hâte de déménager, parce que j'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre de mentir, j'en ai marre de cacher la vérité. Et c'est ma vie actuelle. Voilà. Donc ma vie actuelle est très fade, mais ma vie actuelle est comme ça. Et du coup, bah, j'en suis venue à un point, vu que l'automutilation c'est se blesser pour penser à la douleur physique et oublier la douleur mentale. Je suis devenue un drogué du travail, et donc je suis devenue un drogué de YouTube, à travailler H24, à faire que ça, à vivre de ça, ouais, penser, respirer, dormir, YouTube, penser, YouTube, etc. Parce que c'est la seule chose qui me permet d'aller bien, c'est la seule chose qui me maintient plus ou moins stable au niveau de ma dépression, c'est tout ça, parce que entre la prise de poids aussi que j'ai eue, qu'on n'a rien compris et compagnie, voilà. Donc, merci YouTube d'être là. Merci à mes abonnés d'être là, parce que sans vous, je serais encore plus bas. Parce que là, je serais vraiment le... je sais même plus comment on appelle ça au Japon, là, le déchet de la société, en fait. Je passerai mon temps à glander dans un canapé, à regarder via mon ordinateur des animés et à me laisser crever, à rien faire de mes journées et tout ça, alors que grâce à YouTube, grâce à mes abonnés, bah, tous les jours, j'ai quelque chose qui me motive à faire quelque chose dans ma journée et à faire quelque chose de productif. Et à savoir que derrière il y a des gens qui attendent mes vidéos, qui vont me mettre des commentaires, qui vont me mettre des petits mots gentils, etc. Et sans ça, il y a bien longtemps que je me serais dégommée. Vous êtes tombé pile au bon moment. Vous êtes vraiment tombé pile au bon moment. Donc merci. Je pense que la vidéo aura été assez longue. Je vais sûrement pas couper grand chose à part peut-être des reniflements parce que j'avais le nez qui coulait. Mais voilà. Donc je pense avoir fait le tour, avoir tout dit. Je pense. Ah si, il faut peut-être rajouter un détail. La sœur de mon père, qui a passé son temps à nous faire chier. Au départ, elle a commencé à piquer les affaires de mon père qui était dans un garage. Le garage de ma mamie, donc en fait elle se servait. Donc voilà, après j'avais tout le temps mon père qui râlait à la maison parce que quand on allait chez elle, on découvrait que bah, elle nous avait volé par exemple un lustre, elle nous avait volé d'autres trucs, etc. Donc voilà, ça a été assez chiant. Plus bah, aucune existence de cette Tati, enfin elle a jamais joué son rôle de Tati, rien du tout et compagnie. Et madame est tombée enceinte de jumelles. Je suis désolée pour les jumelles parce que je sais très bien que vous me regardez. Et du moment où elle est tombée enceinte, ah bah elle est revenue comme une fleur. Et madame aussi revenait juste pour les cadeaux de Noël. Sauf que ma Tati se pointait le jour de Noël pour récupérer les cadeaux de ses filles. Mais moi, j'ai jamais eu de cadeau. Elle m'a jamais offert de cadeau. Ou alors, ah si, il y a une fois quand j'étais au collège, elle m'a offert quoi? Une revue de mode en me disant toi qui aimes la mode. Voilà. Et c'était une revue qu'elle avait utilisée avant. Voilà. On adore la Tati aussi. Hein. J'ai une belle famille. Donc je pense que là cette fois-ci j'ai officiellement fait le tour. J'ai peut-être omis quelques petits détails. Tu m'excuseras. Et est-ce que je peux dire, j'espère que cette vidéo t'a plu? Je ne pense pas. Par contre, moi je t'invite clairement à partager cette vidéo. Pas pour avoir des vues parce que ça je m'en bats les steaks. Mais plus pour partager auprès de tes amis. Parce que des fois on cache tous plus ou moins notre jeu. On cache tous plus ou moins ce qu'on a eu, ce qu'on a souffert et tout ça. Et se dire qu'on n'est pas tout seul des fois dans la vie, ça fait du bien. Parce que moi quand j'ai fait la première vidéo il y a quelques années, quand j'ai commencé YouTube, voir tous ces commentaires de personnes qui me soutenaient, voir tous ces commentaires de personnes qui étaient comme moi,
bah, plus ou moins ça me faisait du bien, parce qu'autour de chez moi j'étais le seul dépressif, et dans mon village je suis toujours le seul dépressif, et voilà. Et donc forcément, savoir qu'on n'est pas tout seul, savoir que d'autres personnes ont souffert, s'ils ont souffert peut-être pire que nous ou moins que nous, ça fait toujours plus ou moins du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul. Donc c'est plus pour ça que j'ai été invitée à partager cette vidéo, plutôt que moi franchement pour les vues j'en ai rien à foutre. Mais je sais moi le bien déjà que les commentaires m'ont fait il y a quelques temps. Donc si ça peut faire du bien à d'autres personnes de voir cette vidéo, de voir que les autres personnes aussi n'ont pas eu une vie forcément toute joyeuse. Si ça peut faire du bien aux autres, pourquoi pas. Voilà. Et donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve sûrement très rapidement aussi pour d'autres vidéos comme ça, racontage de vie. Parce que je vais sûrement plus développer sur une vidéo, par exemple ma relation néfaste. Je vais développer donc dans une vidéo le côté hibi, garçon ou fille ou et trans, etc. Je vais t'aborder aussi un harcèlement que j'ai eu via une youtubeuse, un harcèlement sexuel que j'ai eu l'an dernier, donc en 2017, et d'autres petites vidéos comme ça. Voilà, je vais peut-être aussi te parler un peu plus de ma vision des choses sur la dépression, l'automutilation, peut-être, je sais pas encore. Mais je te mettrai la liste en barre d'infos, donc en haut je t'aurais mis la liste, je sais plus ce que je devais te mettre en haut de la barre d'infos, mais après je te mettrai donc la liste des vidéos comme ça, blabla, que je veux partager avec toi pendant l'année 2018. Voilà. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, me dire ce que tu voudras. Voilà, me dire ce que tu voudras. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve aussi très vite, surtout pour une vraie vidéo plus fun, plus joyeuse, plus... peut-être fun que celle-ci. Parce que celle-ci, je pense pas qu'elle a été très fun. Voilà, donc à bientôt.